Cotonou, vitrine de l'innovation numérique au Bénin. Sous le haut patronage du Dr Thomas Boniaï, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, se tiendra à Azalaï Hôtel de la Plage du 21 au 22 janvier 2016 la première édition des Assises nationales du numérique. Thème, la vitrine de l'innovation numérique au Bénin, place au privé. Opérateurs économiques béninois de la diaspora, acteurs locaux, public privé du numérique, vous y êtes massivement invités. Ensemble, faisons du numérique une source de croissance d'emploi pour les jeunes. Booster le secteur du numérique et en faire un véritable pourvoyeur d'emploi et de croissance, c'est l'objectif de cette première édition des Assises nationales du numérique. Assises qui nous rassemblent pour 2 jours, ici, à Azalaï Hôtel de la Plage. Un cadre somptueux certes pour prendre des décisions idoines, pour véritablement booster ce secteur qu'est le numérique, ici chez nous au Bénin. Un événement qui va tenir donc sur 2 jours et qui commence par cette cérémonie fort simple, constituée de discours essentiellement. Nous écouterons d'entre deux jeux le discours de bienvenue du ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et de la Communication, qui est celui-là qui porte d'ailleurs ce projet. À sa suite, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement béninois, dans l'organisation de cet événement, a eu l'accompagnement organisationnel de beaucoup d'acteurs du numérique venus de la diaspora. Ils sont beaucoup dans cette salle. L'un d'eux va nous dire un mot. Et sûrement après ce mot, on écoutera le conseil technique à l'économie numérique du président de la République qui va nous présenter un tout petit peu le programme de ces 2 jours de rencontre. Le Premier ministre qui nous fait l'honneur d'être avec nous ici ce matin viendra pour lancer officiellement ces assises. On aura donc son discours pour clôturer cette petite cérémonie. Je voudrais déjà vous dire merci à toutes et à tous et vous demander d'applaudir pour le Premier ministre qui a accepté de nous accompagner ce matin. Je vais donc, avec sa permission, inviter le ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et de la Communication pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, Mesdames et Messieurs les délégués aux assises du numérique, bonjour. L'économie numérique traite de l'impact de l'Internet et d'éthique sur l'économie de notre pays. Elle concerne tous les acteurs qui utilisent l'Internet et l'éthique comme outil de productivité. Elle est un moteur pour la croissance économique et favorise la création de nouveaux emplois. Le gouvernement du Bénin a lancé plusieurs initiatives dans le numérique pour juguler, entre autres, le problème du chômage des jeunes. On peut citer la relance du secteur des centres d'appel pour le service public et le projet de généralisation du paiement électronique des factures des sociétés publiques. Comme vous le savez, en termes de défis majeurs, mon département ministériel a identifié les priorités qui constituent la fondation pour un développement de l'économie numérique dans notre pays. L'assainissement du secteur et la dénationalisation de Bénin Télécom, infrastructure de Bénin Télécom Services et de Libercom, la mise en place d'un environnement incitatif de l'économie numérique, je parlais des aspects juridiques, institutionnels, fiscaux et autres, le développement des infrastructures du réseau national de transport pour favoriser les services, l'amélioration de la qualité de l'Internet en termes de défis majeurs. Mon département ministériel a identifié les priorités qui constituent la fondation pour le développement de l'économie numérique dans notre pays, à savoir l'assainissement du secteur et la dénationalisation de Bénin Télécom Infrastructure, de Bénin Télécom Services et de Libercom, la mise en place d'un environnement incitatif de l'économie numérique.
c'est-à-dire les aspects juridiques, institutionnels, fiscaux et autres, le développement des infrastructures du réseau national de transport pour garantir les services sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration de la qualité de l'Internet d'une manière spécifique et des services d'une manière générale, la promotion de la gouvernance électronique, la promotion du label Bénin et la mobilisation de la diaspora pour nous aider, la réussite de la migration de l'analogique au numérique, la promotion de l'accès universel et du contenu local, la formation des acteurs d'aujourd'hui et de demain au métier du numérique. Étant donné le dynamisme du secteur privé, nous avons embrassé des réformes pérennes et à adopter plus rapidement les nouvelles technologies, il convient de les impliquer fortement dans la définition de la politique de l'État pour le numérique. Dans ce secteur qui évolue à une très grande vitesse, la mutualisation des ressources publiques et privées est plus que nécessaire. Conformément à la vision de notre chef d'État, le président Yahi Boni, il importe de remobiliser toutes les forces vives de la nation, le secteur public, le secteur privé, les communautés locales et la diaspora béninoise autour des projets spécifiques à court, moyen et long terme. Il est donc proposé la mise en place d'un conseil consultatif, le Conseil béninois du numérique, qui sera un vecteur important dans la mobilisation de tous les acteurs afin de permettre au Bénin de profiter des atouts importants associés au développement du numérique dans notre pays. Le Conseil béninois du numérique aura pour mission de formuler de manière indépendante et de rendre public des avis et des recommandations sur toute question relative au numérique, sur les sociétés et l'économie. Il est du souhait du gouvernement que les assises du numérique, qui doivent s'organiser sur une base régulière par l'État béninois, de concert avec le Conseil béninois du numérique, doivent débattre des projets concrets du numérique au Bénin. Ils sont une occasion pour, premièrement, revoir les chantiers ouverts dans le domaine du numérique, proposer et sélectionner des projets à accompagner par l'ensemble des acteurs. Il s'agira essentiellement d'évaluer les projets mobilisateurs dans le domaine du numérique au Bénin. C'est l'occasion pour les différentes parties de faire la promotion des idées et projets et d'attirer l'attention de la communauté autour de ces projets. Un appel à proposition de projets a été lancé par mes services depuis plusieurs semaines et certains projets ont été retenus pour être présentés autour des assises ici, à laquelle nous ne prenons pas ici. Les objectifs spécifiques de cette première édition du thème est la mise en place de la vitrine de l'innovation numérique au Bénin avec le privé, la diaspora et la communauté locale. Il s'agira pour les participants, premièrement, d'identifier quelques projets maison de l'innovation numérique, le commerce en ligne, à effet immédiat, à court et moyen terme, dont les réalisations permettront au Bénin de prendre une sérieuse option pour le développement du numérique. Je voudrais saluer ici la présence à la fois des entreprises, des associations, des acteurs domestiques et de tous ceux qui nous apportent une expérience internationale. Merci à la diaspora, c'est une très très bonne chose parce que cette présence est assez caractéristique de ce monde numérique où les aspects présentiels ne sont pas fondamentaux, le monde est totalement unifié et proche, et donc la diaspora n'est jamais aussi proche des Béninois de l'intérieur que quand on est dans l'univers numérique. Et donc, merci d'être venu témoigner par votre présence, sachant que nous sommes dans une proximité immédiate chaque fois que nous sommes dans votre secteur d'activité. Je salue également les représentants de l'État. Je remercie
conseiller du président de la République, et le ministre de l'impulsion qu'il donne à une politique numérique au Bénin. Je pense qu'il était temps. Nous avons, dans un domaine important pour le développement de l'économie numérique, eu un tout petit peu de retard. Vous avez en tête que le pays frère de la Côte d'Ivoire a privatisé son opérateur principal historique il y a déjà 20 ans. C'est le 20e anniversaire de la privatisation. Cela suivait, dans le pays frère du Sénégal, cela suivait avec une dizaine d'années de décalage la privatisation de l'opérateur historique du Sénégal. Et dans les deux cas, il y a eu un véritable élan associé à cette privatisation. Pour des raisons historiques diverses, nous sommes maintenant, et je salue le directeur général et son équipe, dans Bénin Télécom, à un moment de profond assainissement et consolidation. Mais enfin, il était temps. Comme l'a dit le ministre, nous avons un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre d'outils qui permettent sûrement maintenant d'agir. C'est vrai que nous avons de la capacité sur les câbles sous-marins et l'infrastructure à Fidji-Rossé au niveau de l'atterrissage des câbles qui vont nous donner au fond de la capacité et du volume. C'est vrai que c'est maintenant que nous travaillons, nous avons pu mobiliser les ressources financières et techniques sur le backbone qui joindra toutes les communes du pays. Donc un investissement important en fibre optique de façon à pouvoir réduire l'espace de désert numérique en dehors des grandes agglomérations. C'est vrai que nous avons déployé la 4G. C'est vrai que beaucoup d'acteurs privés contribuent à mettre en place des solutions innovantes. Et que nous avons de plus en plus d'acteurs qui, dans ce domaine, apportent de la qualité de service, de la disponibilité pour les entreprises en termes d'accès Internet. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui s'assemblent et qui se développent. Mais en même temps, on a quelques défis. On a encore à réussir la privatisation et les éléments d'ouverture du capital différenciés. Nous avons à le réussir. C'est un processus qui est conduit très professionnellement, mais enfin, il faut le réussir. Il faut démontrer qu'il y a une capacité d'attractivité de la place Bénin, du hub Bénin. Ça, c'est un défi. Enfin, il était temps de se mettre à relever ce défi. Mais au fond, c'est quelque chose qui est conduit par le ministre, conduit par le directeur général, avec détermination. Mais il était temps. C'est vrai qu'il y a des défis chez les opérateurs. Je crois qu'il faut saluer les opérateurs GSM de télécom, ils sont évidemment très, très importants. Dans la situation où on ne faisait pas la privatisation, c'est au fond le secteur privé qui, à partir d'une construction greenfield, on dirait en jargon managérial, à partir de leurs propres forces, sans rien acquérir, mais en construisant, et à partir de leur licence, ils sont devenus des acteurs majeurs. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'aurait pas dit que ces entreprises seraient les entreprises les plus importantes par chiffre d'affaires de ce pays. Elles le sont devenues. Les entreprises du secteur des télécoms, par l'ensemble de leurs investissements, peuvent dépasser 100 milliards par an par société individuelle, mais l'ensemble des acteurs dépensent dans notre pays en investissement plus que le programme d'investissement public. C'est donc une masse absolument majeure. Le programme d'investissement public de la République, c'est 353 milliards au budget 2016. C'est quelque chose d'assez significatif. C'est 7% du PIB. 7% de la richesse nationale. Le secteur des télécoms, à lui seul, et on peut l'élargir au secteur
du numérique dans son ensemble, les chiffres seraient plus importants, représente un effort du même ordre de grandeur. C'est très très important, mais il était temps. Je trouve que c'est une très bonne chose aussi, l'idée de M. Desgila de rendre participatives ces assises, qu'il y ait une mise en commun et qu'il y ait des acteurs très différents, et que ce ne soit pas un exercice de politique publique, mais un exercice collectif où les entreprises, les associations jouent un rôle déterminant. C'est le secteur privé qui va conduire la révolution numérique dans ce pays, et donc c'est bien de trouver des formules institutionnelles participatives. L'État est un acteur parmi d'autres. Mais ce n'est pas lui, ni en termes d'investissement, ni en termes de créativité, qui est déterminant. Une chose qui m'a frappé quand on travaillait sur le projet de quartier numérique à Fidji-Rossé, que vous allez regarder en détail, quand on a commencé à travailler sur l'idée, c'est qu'un grand nombre d'acteurs, patrons de start-up ou d'entreprises déjà plus établies, nous ont dit que nous n'avons pas besoin d'argent public. Nous voulons une qualité de connexion exceptionnelle, nous voulons un écosystème, nous voulons être ensemble, nous voulons un site, mais nous n'avons pas besoin d'argent public. Nous sommes tout à fait à même de construire, de louer, de payer, de partager. Nous ne sommes pas des demandeurs d'argent public. Nous sommes des demandeurs d'impulsion publique. Nous sommes des demandeurs de régulation publique. Avec, et je salue la présence de l'autorité de régulation, avec un besoin de rapidité dans la régulation et son évolution qui correspond au fait que nous avons chaque fois des sujets nouveaux qui n'ont jamais été vraiment étudiés. Il faut une réactivité exceptionnelle de l'État ou des autorités indépendantes de nature administrative. Ça, c'est très important. C'est beaucoup plus important que l'argent public. Bon, même si la garantie souveraine était bien nécessaire quand même pour conduire les travaux sur le backbone de fibre optique. Mais il faut bien définir le rôle de l'État. C'est pas un État arrogant, c'est un État modeste. Il est modeste parce que les vrais grands acteurs sont des acteurs privés, mais sans son impulsion et sans en faire une volonté politique, on prend du retard. Alors ce retard, on va le rattraper, mais il était temps. Pourquoi c'est très important que l'État mette ça dans le débat public, rassemble, suscite la réflexion? Et je vous demande dans cette réflexion, et je suis sûr que le président de la République dirait la même chose, d'être complètement ouvert et franc et pratique et concret. Il y a un État modeste qui vous écoute, mais vous êtes les acteurs, d'une façon ou d'une autre, vous êtes ceux qui ont les idées, souvent les capitaux. Il faut vraiment être clair. Si on veut gagner du temps, il faut que vous identifiez bien les goulots d'étranglement, les modernisations nécessaires. C'est pas des assises au sens où on se féliciterait de l'évolution d'une industrie mûre. Ce sont des assises un peu fondatrices où il faut que les acteurs disent voilà précisément les problèmes que nous rencontrons et ce qui doit être levé comme obstacle. Nous recevons, Étienne, moi, souvent des acteurs et des opérateurs. Il y a des obstacles, il y a des roadblocks dans le domaine du développement du numérique. Et il faut vraiment que ce soit des assises du franc-parler. Il faut que ce soit des assises qui disent bien, voilà, ce qui nous rendrait service et nous permettrait de créer des emplois, c'est telle et telle mesure. C'est très très important. Parce que ce dont on a besoin, si vous voulez, au point où on est aujourd'hui, c'est vraiment d'identification de solutions, de diagnostic sur les problèmes et d'identification de solutions. Ça n'est pas académique, si vous voulez. Bon, moi je crois que c'est très important que ça soit dans le débat public. Il va y avoir un débat public, puisqu'il va y avoir des élections générales, des élections présidentielles. J'espère que ce sera un des éléments du débat public. Mais de toute façon, le nouveau président aura un gouvernement, et il faut que ce gouvernement renouvelle et même amplifie la priorité à l'économie numérique
comme un des éléments essentiels de sa vision. Et à mon avis, la plupart des candidats à l'élection présidentielle, ils sont sensibles, mais c'est très important que la société civile demande que le numérique dans ce pays soit une priorité. Encore une fois, on ne peut pas prendre 20 ans et 30 ans de retard sur certains des pays frères en matière d'opérateurs télécoms. Heureusement, ça ne vaut pas pour tout le numérique. Et penser que dans un monde de compétition, où la localisation de l'investissement dépend et d'une vision, et d'infrastructure, et de régulation, penser que 30 ans de retard, ça n'a pas d'importance. Donc il faut vraiment, là, qu'on passe à la phase en temps réel. Je veux que, collectivement, nous puissions être de retour dans le peloton. Ça me paraît important que ce soit un peu l'esprit des travaux. Le numérique, c'est un déterminant essentiel de la compétitivité. C'est une des premières choses que vérifient des investisseurs étrangers. C'est également une des premières facilités que peuvent avoir les investisseurs nationaux. L'attractivité, c'est une chose, c'est la capacité d'attirer l'investissement étranger. Mais la compétitivité, c'est d'abord donner des outils aux entreprises qui sont installées. Donc, ça n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique pour la compétitivité. Ça, c'est très important. On arrive à un moment, c'est un des défis où la voix commence à décliner chez les opérateurs télécoms, stagner. Nous ne sommes pas l'Europe, nous ne sommes pas en déclin structurel sur la voie, mais c'est clairement des services à valeur ajoutée, et au fond les données, les data qui vont être demain la source de progression des chiffres d'affaires dans les télécoms. Donc dans ce contexte, nous nous comparons à d'autres pays. C'est une des premières choses, la capacité de compétitivité dans ce domaine que vérifient les investisseurs étrangers. Il faut que l'État se rende bien compte de ce qu'est la psychologie d'un investisseur. Et les salaires, c'est intéressant, la pression fiscale, c'est intéressant, la disponibilité d'électricité, c'est intéressant, mais enfin tout ça est très très peu discriminant, en fait. Ce qui est discriminant, c'est toute une série de facteurs incorporels et intangibles. Quel est l'écosystème favorable pour le développement des entreprises? Qu'est-ce qu'il en est en matière numérique? Moi, à la primature, je n'ai pas Internet. Et le réseau Wi-Fi de primature, c'est celui du café-restaurant en bas. Faire très attention à ça. Quand les industriels viennent, chose qu'ils vérifient, c'est d'abord ça. Vous savez, je ne sais pas quelle représentation on se fait des investisseurs. Moi, je suis passé du métier d'être investisseur professionnel au métier d'être responsable gouvernemental. Il faut s'intéresser à ce que les investisseurs considèrent comme important. Le système d'éducation pour leurs salariés et pour leurs enfants, c'est beaucoup plus important que le prix de l'électricité. Faites attention, les aspects intangibles sont fondamentaux. La qualité de sécurité juridique et judiciaire, c'est infiniment plus important que le niveau des salaires. Faites très très attention. Ce n'est jamais le moins-disant salarial et le moins-disant en prix de l'électricité qui obtient les investissements. En revanche, la sécurité juridique et judiciaire a des conséquences considérables. Le numérique, c'est pareil. Le parti des toutes premières vérifications. Et donc, il n'y a pas de pays compétitif, il n'y a pas de pays qui joue un rôle dans la sous-région s'il n'a pas le bon niveau en matière de numérique. C'était urgent, c'est urgent que ça devienne une culture, c'est urgent que dans un hôtel comme l'hôtel Azalai, qui est une belle réalisation, on n'écoute que le son dans la salle où on veut l'écouter. Et c'est urgent que vous ayez des tablettes sur les genoux et que ce soit déjà interactif et que vous soyez déjà en train de poser des questions au Premier ministre, aux conseillers, aux ministres qui ont déjà parlé, qui ont déjà dû dire des choses qui vous ont ou intéressé ou choqué et qui devraient déjà savoir quelles sont les questions que ça vous pose. Et quel est le pourcentage dans la salle des gens qui trouvent que ce discours est beaucoup trop long? Vous voyez, c'est ça. Il faut une culture quand même tout petit peu plus quotidienne du numérique. Histoire de rallonger ce discours, je dois vous dire que je suis allé il y a 1 an
siège de la Poste en Corée du Sud. On m'a donné une adresse, je suis arrivé, il y avait marqué ministère de la connaissance, Ministry of Knowledge. Pourquoi? Parce que tout ce qui est poste, tout ce qui est télécommunications, tout ce qui est recherche scientifique et tout ce qui est industrie, il n'y a pas de ministère de l'industrie en Corée, fait partie d'un ministère de la connaissance. Je considère que le développement industriel de la Corée n'est qu'une question de connaissance. Donc, moi qui m'attendais à aller dans le siège historique de la Poste, un des plus grands épargnants du monde, et donc un investisseur très important, j'attendais un bâtiment historique, celui de la Poste de Corée. Non, c'était dans un immeuble ultramoderne, celui du ministère de la Connaissance. Il y a toute une série de gestes, de symboles, qui font une culture. Il était temps que nous entrions dans cette culture. Il y a un certain nombre de sujets aussi absolument clés qui sont en train de basculer. Vous allez les étudier, mais qui ont une immense importance et qui concernent les usages. On a mis pas mal d'efforts, et ce n'est pas encore tout à fait en place et gagné, mais pour que le paiement par mobile devienne significatif. Les opérateurs de télécom font de grands efforts, les banques font de grands efforts, la réglementation de la Banque centrale a beaucoup évolué, il faut la saluer pour ça, mais on a besoin de développer les usages. C'est un très bon exemple de ce que ça permet, le développement du mobile, comme on va essayer de le rendre un développement de masse. Si, dans les jours qui viennent, on est capable de payer ses notes d'électricité, ses notes d'eau, directement de son mobile, ce qui est techniquement possible, ce qui est d'ailleurs déjà largement prêt, en place, ça va avoir des conséquences absolument considérables. Ça va être des millions d'heures travaillées qui vont être récupérées. Puisqu'aujourd'hui, le fait d'aller payer manuellement à un guichet, en faisant la queue, quand le guichet est ouvert, c'est vraiment une situation archaïque des paiements. Et on va passer d'un bond à une situation ultra-moderne des paiements. Mais c'est important parce que ça concerne tellement de nos compatriotes, 500 000 abonnés au téléphone et les abonnés à l'eau, que ce sera le premier basculement de masse. Vous savez ce que les opérateurs ont fait aussi avec les émigrants, où on a des premières expérimentations de « je paye par mobile mon émigrant ». Mon ZEM, c'est très très important ça. Ce sont des usages sociaux de masse qui vont vraiment enclencher le développement du paiement par mobile. Il faut bien voir que nous avons des pays qui nous vraiment donnent la direction, et notamment en Afrique de l'Est. Un jour, un de mes amis, d'ailleurs présent dans la salle, ayant son frère démuni de tout à l'aéroport de Nairobi et n'ayant plus un franc, a reçu un coup de téléphone au Bénin en disant « Je n'ai plus un franc, je ne peux même pas payer le taxi et finalement pas mon hôtel. » Bon, mais comme il était à Nairobi, il lui a dit « Passe-moi le chauffeur de taxi. » Le chauffeur de taxi a donné au jeune homme l'ensemble de la recette, donc il lui a fourni du cash, en contrepartie d'un virement instantané par son mobile, et il lui a donné une avance supplémentaire pour payer son hôtel. Bon, on va essayer ça à Cotonou, si vous voulez. Mais c'est de la science-fiction, mais ça va devenir vite assez vrai. Dès dans 3 mois, on dira aux ZEM j'ai besoin d'argent liquide, il vous le fournira. Et vous voyez, c'est des évolutions qui très vite peuvent développer des usages sociaux d'une facilité qui, quand rétrospectivement, paraît extraordinaire, d'une souplesse exceptionnelle. Donc le paiement par mobile, vous allez en parler, mais c'est un de ces exemples d'usages sociaux de masse. Je voudrais attirer votre attention aussi sur les services publics. Nous avons, en matière de services publics, en dehors de ce qui est fait, qui est très important avec les centres d'appel pour connaître ses droits et connaître les services publics, nous avons quand même un défi majeur. Notre système de santé, il est très rationné en dépenses budgétaires et il est très en dessous des besoins de base de la population, comme dans tout pays en développement. Notre système éducatif, il doit faire face à une crue démographique exceptionnelle. Et il a du mal à recruter les maîtres, à les former et à donner des moyens d'éducation de masse. De ce fait, même si nous avons des progrès quantitatifs considérables, nous avons des sujets qualitatifs sur l'enseignement. Dans les 2 cas, les technologies numériques permettent de quadraturer le cercle.
C'est très important. Un des problèmes, c'est la capacité, là où il n'y a pas de médecin de capacité diagnostique, d'être capable de faire de la télémédecine. La télémédecine entre Cotonou et sa périphérie, entre l'hôpital départemental et un dispensaire. Parce qu'il n'y a pas de médecins. Il y a un grand nombre de centres de santé dans ce pays qui sont tenus en tout et pour tout par une aide-soignante comme professionnelle de santé. Elle a besoin d'être épaulée par un infirmier d'État et par un médecin, mais ils sont à 50 km. On a des besoins en matière d'efficacité et de qualité des soins. Compte tenu de nos problèmes de rationnement budgétaire, on a absolument besoin d'utiliser des technologies qui maximisent ces ressources. C'est fondamental. Dans le système de l'éducation, nous allons recruter dans l'année plus de 10 000 maîtres. Bon, c'est fondamental, c'est un effort énorme. Mais ils vont avoir besoin de formation initiale et continue. Former de façon présentielle 10 000 maîtres, c'est quelque chose qui a des coûts très importants, une efficacité faible. Les mettre en position de se former par des MOOC change complètement la donne, puisque le coût marginal, qui est quand même une particularité de ces technologies, le coût marginal est quasi nul. Donc que vous formiez 1000 mètres ou 10 000 mètres, vous allez avoir les mêmes coûts, donc des coûts très très bas. Et puis il faut que la formation continue soit possible. Là aussi, les technologies de l'information sont fondamentales. Et puis il faut que les enfants aient accès aux livres. Il y a en ce moment plusieurs expérimentations intéressantes, plutôt associatives, plutôt privées, sur le cartable numérique, dans des formes plus ou moins sophistiquées, mais éventuellement des formes très simples et très bon marché. Là où les familles ne peuvent absolument pas faire accéder les enfants aux livres, il faut savoir que les familles payent en 10 fois le droit qui permet à leurs enfants d'être inscrits au collège pour 12 000 francs par an. Donc, les contraintes budgétaires sont considérables. Il n'est pas question d'acheter des livres scolaires pour 80% de la population. Mais il est possible d'y accéder à des coûts extrêmement bas par, au fond, des technologies très simples devenues très bon marché. Donc on a un certain nombre de sujets qui semblent insolubles et qui touchent à la santé et à l'éducation, aux services sociaux de base, et qui sont désormais solubles grâce à ces technologies. C'est ça les vrais enjeux. Et c'est pour ça qu'il était temps. C'est pour ça que nous devons maintenant mobiliser cela au service des populations. Donc, oui, il y a la création d'emplois directs. Oui, il y a les créations d'emplois dans une économie plus compétitive. C'est fondamental. Ce sont en fait, c'est la compétitivité diffusée dans l'économie qui est la principale créatrice d'emplois. Mais il y a aussi la résolution d'un certain nombre de problèmes sociaux insolubles. C'est très important parce que ça va nous donner des marges de manœuvre très significatives. Voilà, je ne serai pas plus long. Ce que je voulais dire, il y a bien le sentiment de l'importance de vos contributions, parce que nous sommes à un moment où il faut que l'on rattrape. Nous devons installer dans le débat public ceci comme une priorité. Nous devons avoir, en termes d'usage, en termes de pratiques quotidiennes, un changement radical. Je ne dis pas qu'on va devenir la Corée du Sud, pays où les usages sociaux du numérique sont probablement les plus visibles et les plus répandus. Je ne dis pas qu'on va devenir tout de suite le Kenya, licenciant des logiciels au monde entier en matière de paiement, encore que en matière de paiement, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais je me rappelle d'avoir rencontré un de nos compatriotes qui travaille depuis Johannesburg et qui a été au fond un des grands pourvoyeurs des logiciels qui permettent l'amélioration des fonctionnements en paiement mobile. Donc au fond, nous sommes déjà exportateurs de solutions qualitatives importantes. Mais ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas si on va tout de suite être le Kenya, je nous le souhaite, mais nous devons absolument entrer dans cette course. Et ça doit être une espèce de culture quotidienne. Alors oui, je sais qu'il y a un peu de travail, parce que c'est bien d'avoir du numérique quand on n'a pas d'électricité. C'est bien de former les instituteurs dans des écoles par MOOC, dans les écoles où il n'y a pas d'électricité, on a quelques prérequis. Mais même ça ne doit pas nous intimider, parce qu'en fait, au fond, l'électricité hors réseau nous permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, en termes économiques. Ces combinaisons de technologies, où nous avons une énergie bon marché, propre,
hors réseau qui peut venir en appui dans des zones très difficiles à la mise en œuvre de technologies de communication complètement nouvelles, ça va nous faire un bond dans l'avenir tout à fait considérable. Si vous voulez, quand vous regardez le décollage de l'e-commerce dans le pays le plus proche de nous, le plus voisin, le plus familier, le Nigeria, c'est quand même très impressionnant. Ce qui s'est fait en démarrage d'e-commerce par la première entreprise du secteur, qui a commencé avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, est de nature, entre guillemets, asiatique en termes de rapidité, de nature chinoise en termes de rapidité de décollage. L'e-commerce est parfaitement adapté à notre environnement de distribution. Ce qui est un luxe, une facilité dans beaucoup de pays, en Afrique, c'est une vraie solution. Le fait de, au fond, les problèmes logistiques sont fondamentaux. Le fait d'avoir professionnalisé à l'extrême la logistique de l'e-commerce et d'avoir des instruments qui permettent l'e-commerce en termes de communication et en termes de paiement, c'est tout à fait caractéristique de ce qui va nous arriver. Nous allons passer d'une distribution qui a l'air archaïque à une distribution très moderne en utilisant exactement les mêmes hommes. Vous savez, en Inde, moi j'ai été frappé par le fait que le cloud permet à un boutiquier qui doit ressembler beaucoup à une bonne dame du marché de Dantokpa de faire ses commandes, son réassort, sa facturation au coût marginal le plus bas, pratiquement au coût marginal zéro. Et les promoteurs de cette expérience qui maintenant touche des centaines de millions de gens me disaient c'est quand même très simple, vous redonnez un modèle économique ultra moderne à une boutique qui a l'air d'être là depuis des siècles. Pourquoi? Parce que traiter une facture, quand on vient livrer un produit à un tout petit point de vente, traiter la facture, la chaîne de traitement, c'est pratiquement classique, c'est pratiquement toute la marge. C'est absurde. Le faire par mobile, faire toutes les opérations par mobile, de la commande jusqu'à la facturation et au paiement, ça effondre les coûts de transaction. Et ça rend une compétitivité parfaite à toute la chaîne. Et ça baisse les prix et ça fait rentrer dans le 21e siècle une boutique qui avait l'air d'être ouverte depuis le 19e. C'est une transformation profonde qui part des gens tels qu'ils sont. Nous sommes parfaitement dans la situation où l'Afrique va inventer des modèles sociaux du numérique qui sont complètement différents. Parce que chez nous, ce n'est pas un luxe, c'est une chance et c'est quelque chose qui redonne du sens. Quand vous voyez nos compatriotes paysans qui sont en train de négocier avec leur assureur une assurance de leur récolte sur leurs 3 hectares de maïs, à condition qu'ils prennent l'application météo, parce qu'ils auront une meilleure conduite de culture avec l'application météo, mais vous ne voyez pas ça dans la Beauce et dans le Midwest en fait. Vous avez des techniques en fait beaucoup plus lourdes pour vous assurer. Bon. Et c'est possible n'importe où au Bénin. Et c'est en train de devenir vrai. Donc vous voyez, je pense que c'est très très important que vous ayez un sentiment d'urgence dans vos travaux, parce que vous apportez quelque chose d'essentiel, mais que vous voyez bien ce qui se joue, c'est de prendre les mêmes hommes, dans les mêmes contraintes, dans les mêmes écosystèmes, si pauvres que nous soyons, et de leur donner une chance de développement extraordinaire sans se transformer beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons 9 millions d'abonnés au téléphone, là où quand moi je m'occupais de privatisation de télécom, il y a 10 ans, on faisait des projections pour le Bénin qui étaient en dessous d'1 million d'abonnés. On s'était trompé d'un facteur 10. Du coup, les licences n'ont pas été extrêmement chères. Nous s'étions trompés d'un facteur 10, rétrospectivement. Mais je ne veux pas entrer dans une polémique, parce qu'entre-temps, on a révisé le prix. Donc, je n'entrerai pas dans une polémique historique. Vous voyez, on s'était trompé d'un facteur 10. Et on va se tromper d'un facteur 10 dans l'impact de tout ce que vous direz aujourd'hui. Prenez ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous avez apporté comme contribution, vous le multipliez par 10, vous vous donnez rendez-vous dans 5 ans, et on sera là. C'est pour ça que c'est vital, c'est pour ça que c'est très important. Il n'y a pas de secteur où on ait ce genre de surprise de se tromper d'un facteur 10 dans le sens de l'expansion. Voilà, c'est pour ça que j'étais content quand même que le président de la République me demande de faire ce que je fais maintenant,
c'est-à-dire de déclarer ouvertes vos premières assises du numérique. Je vous remercie.